Nous sommes toujours avec Benoît Hamon dans la deuxième partie de la Tribune des étudiants. Avant de passer au livre de Benoît Hamon, Tourner la page, nous allons le faire réagir sur une caricature au choix. Alors, vous avez une caricature qui provient du Courrier international. Il faut dire que c'était dur de perdre le Morbihan. Celle de Plantuf dans Le Monde. Il y en a deux. De ce week-end. Il faut que je choisisse. Ouais. Bah, elles sont drôles toutes les deux, c'est un peu... Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça m'inspire? Le Morbihan, franchement, on pensait en avoir 0, on en a eu 3 sénateurs, et on pensait en avoir 0. On avait confiance, mais c'était pas un département qui devait tomber. Ce qui montre que c'est pas que mécanique, parce que sinon le Morbihan il donne pas 3 sénateurs pour la droite, c'est qu'il doit y avoir autre chose qu'un pur effet mécanique. Et ensuite sur les Nicolas Bazir cas qui donnent des conseils à Sarko, c'est plutôt marrant. Non mais Bazir, à mon avis, ils sont pas bien quand même. Vraiment, ils sont pas bien sur cette affaire. C'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels on pense que ça peut faire pchit, comme disait Chirac, faute de temps pour enquêter, parce que les enquêtes sont très longues, très complexes dans ce domaine-là. Mais là, je crois que le juge Van Ruynbeck est en train de mettre à jour un système de corruption, potentiellement. Je mets des guillemets, mais je crois qu'ils sont vraiment pas bien. Voilà. D'accord. Donc on va passer à votre livre Tourner la page, que vous avez publié. Ce qui est assez pédagogue, vous reconnaîtrez comme titre. Bien sûr. Donc, qui a été publié en septembre. Tout d'abord, un point d'actualité. Je voudrais savoir, tourner la page, est-ce que c'est une référence à votre sortie sur DSK? Il faut tourner la page DSK. Non, évidemment non. Non, mais moi je voulais juste dire que si on veut le tourner la page, c'est ça l'idée, une des thèses de ce bouquin. Si on veut tourner la page d'un modèle de développement qui a produit cette crise, il faut reconnaître qu'on est sur la page, nous, les socialistes. Et que quelque part, en tournant la page, on va aussi, il faut accepter de reconnaître notre responsabilité. On n'est pas les principaux architectes de cette crise, mais on n'est pas non plus exempt de responsabilité à des moments précis de l'histoire de la social-démocratie dans les 30 dernières années. Et pour être crédible dans la volonté d'incarner un autre modèle de développement, tant en termes de régulation économique, de prise en compte et des questions sociales et des questions environnementales, je pense que la sincérité, en tout cas la crédibilité de ce discours, suppose pour commencer de reconnaître que dans les 20 dernières années, les gens qui ont voulu se révolter contre ce système ne se sont pas naturellement tournés vers la social-démocratie en considérant que c'était forcément le meilleur étendard. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas fait des choses bien, on en a fait des choses bien, mais voilà, je pense qu'on doit aussi regarder objectivement notre passé récent et reconnaître que dans le monde arabe, les partis de l'internationale socialiste n'étaient pas du bon côté de la barrière, que dans l'ensemble de l'Amérique du Sud, les partis de l'internationale socialiste n'étaient pas encore du bon côté de la barrière quand les peuples ont choisi des dirigeants de gauche, qu'en Europe, un certain nombre de sociodémocrates n'ont pas toujours été du bon côté de la barrière quand il s'est agi d'apporter des réponses à la crise et qu'à partir de là, il faut reconstruire sur des bases qui soient des bases peut-être plus fidèles à ce qu'est l'histoire de la social-démocratie et à ses fondamentaux, ce qui ne veut pas dire revenir en arrière. J'écoute Alain Main que lui, ça fait 40 ans qu'il est dans le paysage, il ne se pose même pas la question de savoir s'il ne radote pas depuis 40 ans, il nous fait la leçon à nous, c'est à mourir de rire. Mais c'est pas donc revenir en arrière autour de vieilles idées, sinon la démocratie elle a plus de 2000 ans, ce serait l'idée la plus ringarde du monde, mais c'est juste de considérer que dans une crise comme celle-là, qui pose la question de l'organisation des marchés financiers, de l'organisation économique et donc l'organisation de l'ordre public social, la gauche a à tenir un autre discours que celui de l'austérité autrement, quoi, pour faire vite. Et donc dans votre livre, vous multipliez les charges contre la tactique de consensus à tout prix de la social-démocratie et aussi de Terra Nova, que vous accusez d'avoir... sur un texte, ouais. Sur un texte, c'est-à-dire que je les critique sur le fait qu'ils aient expliqué qu'on pour être élu, on pouvait faire abstraction des classes populaires. Ils misaient sur les classes moyennes. Donc pour vous, il faudrait reconquérir oui, non, mais comme ils ont rétro-pédalé depuis, parce qu'ils ont senti qu'ils allaient un petit peu à rebours de ce qu'il était nécessaire de faire,
je considère voilà, que la polémique est close, et que qu'on a tous mal lu leur tribune. Mais les classes ouvrières et populaires votent toujours PS. Mais le problème, c'est pas plutôt qu'elles FN. votent PS. Moi, j'aimerais qu'elles votent PS, mais c'est pas parce qu'elles ne votent plus pour nous qu'il faut se détourner de ce qui est leur sort et de la nécessité aujourd'hui d'avoir un message qui améliore les conditions d'existence des classes populaires. Moi, je ne raisonne pas en fonction des intentions de vote des classes populaires qui se porteraient sur Marine Le Pen et qui feraient pour nous, de ces femmes et ces hommes, des gens infréquentables en raison de leurs intentions de vote. Et si demain ils votent Front National et qu'ils font ce choix-là, je leur expliquerai que c'est une erreur grave, mais ce qui ne m'empêchera pas de mettre en place des politiques de redistribution pour améliorer les conditions de vie de ceux qui vivent mal de leur travail, sont au chômage, craignent les délocalisations, arbitrent entre se soigner et consommer, toutes choses qui relèvent hélas plus du slogan mais de la réalité. Donc voilà pourquoi la gauche doit reposer sur les classes populaires et sur l'aspiration des classes populaires ou à bien vivre dans ce qui est leur condition actuelle ou à s'extraire de cette condition pour gravir quelques places dans l'échelle sociale. C'est cette promesse d'égalité-là que la République ne sait plus honorer aujourd'hui et c'est pour ça qu'à mon avis, on attend la gauche sur ce terrain-là. Donc vraiment, mon problème, c'est pas... Je ne suis pas contre le consensus ou le compromis, mais où avez-vous vu qu'un compromis se signait avant d'avoir construit un rapport de force ? Tous les pays qui exaltent le compromis comme mode de gouvernance, comme on dit aujourd'hui, même si gouvernance, en gros, ce mot-là, c'est typiquement lié à la construction européenne, c'est en gros la gouvernance, c'est vous savez qu'on prend des décisions à votre place, mais vous ne savez pas bien qui, quoi. C'est ça la gouvernance, quoi, pour faire vite. Vous savez que ce n'est pas vous qui décidez, mais vous ne savez pas très bien qui, et que tout le monde s'accorde. C'est formidable la gouvernance. Bon, il y a un moment, je préfère la démocratie. Et c'est aussi là-dessus, je pense, et alors là, pour le coup, en le disant à Sciences Po, j'ai l'impression de le dire dans ce qui est aujourd'hui une des enceintes les plus attachées à la démocratie, à ce qui est la souveraineté populaire. Ce qui me frappe, moi, c'est le recul de la souveraineté populaire dans les 30 dernières années et la place de plus en plus, finalement, réduite des choix offerts à la délibération des peuples. Il y a de moins en moins de sujets dont on demande aux peuples qu'ils les arbitrent. Il n'y a qu'une seule politique économique possible, qu'une seule politique en matière de retraite, qu'une seule politique budgétaire. Et après tout, puisqu'il n'y en a qu'une seule possible, pourquoi voter ? C'est d'ailleurs un terme qui revient très très souvent dans votre livre, le peuple. Énormément de références au peuple, même à des ouvrages philosophiques qui exaltent la souveraineté populaire. Quelle serait pour vous votre vision de démocratisation des institutions, comme l'a dit par exemple Jean-Pierre Bel dans son discours quand il est arrivé au plateau, en disant il faut ouvrir le Sénat aux citoyens et mieux faire fonctionner le bicamérisme, la démocratie. Lui, il voit les choses du plateau où il est désormais perché. Et il a raison. Mais moi, j'essaie d'embrasser la situation de manière plus globale. Le problème, c'est quoi ? Donc, prenons les choses à la base. C'est que dans la démocratie française, les gens considèrent que leur bulletin de vote ne pèse plus grand-chose. En tout cas, ne signifie plus grand-chose. Qu'il ne change plus grand-chose. Et la question, c'est comment reconstituer la confiance des Français dans le bulletin de vote qu'on les appelle à poser dans une urne ou à glisser dans une urne régulièrement. Sachant aujourd'hui que, d'une part, parce qu'il y a eu des transferts de souveraineté vers l'Europe, d'autre part, parce que, à bien des égards, aujourd'hui, les marchés financiers nous ont dépossédé d'une partie de ce qui était une marge de manœuvre, on se développe pas simplement une idée, mais aujourd'hui une réalité selon laquelle eh bien, il y a des pans entiers de choix politiques qui devraient relever de la souveraineté populaire, qui ne relèvent plus de la souveraineté populaire. Si demain vous mettez en œuvre le pacte de stabilité de croissance et une règle d'or constitutionnelle sur les déficits, le peuple ne décidera plus de ses choix de politique budgétaire. Si vous expliquez demain qu'il n'y a pas d'autre choix que d'allonger la durée de cotisation et de repousser l'âge légal parce qu'il n'y a pas d'autre choix, que demain il faudra baisser le coût du travail, que demain il faudra dérembourser des médicaments parce qu'il n'y a pas d'autre choix, eh bien, que vaut la décision, en tout cas le vote du peuple qui lui dit « mais attendez, je ne me sens pas assez protégé aujourd'hui, je suis de plus en plus exposé à des maladies qui hier on soignait bien et qu'on soigne de moins en moins bien, etc., etc. » Que vaut le vote du peuple ? Si par ailleurs il dit nous voulons investir massivement dans l'éducation de nos enfants, mais qu'on dit non, c'est pas possible, vous comprenez, parce qu'il faut faire 3% de déficit public en 2013. Et c'est la raison pour laquelle le PS a refusé la règle d'or. Non, c'est qu'une des raisons parmi d'autres, mais moi, vous savez, je pense que c'est impossible de faire 3% en 2013. C'est ma position, c'est écrit dans le bouquin. Voilà. Donc c'est impossible. Et le risque
que l'on prend à dire qu'on les fera, c'est que les marchés nous prennent comme ça, considèrent nos engagements comme des engagements immédiats, et que demain ils nous disent attendez, si vous n'y arrivez pas, c'est un problème, en spéculant immédiatement sur la dette française. Donc je pense qu'il faut être pragmatique, réaliste, et il ne faut pas... voilà, il faut aussi, sur ces questions de déficit public et d'endettement, faire preuve d'un comportement un peu moins moutonnier que celui que j'entends, moi, dans les sphères européennes, surtout quand il s'agit d'être des moutons à la remorque de qui ? Des agences de notation et de marchés financiers dont on ne peut pas dire qu'ils ont été très éclairés dans les conseils économiques qu'ils nous ont donnés. Puis, fin de la parenthèse sur les économistes, parce que je ne cite personne, mais voir qu'aujourd'hui les télés françaises sont occupées par des économistes qui, une fois sur deux, sont chief économistes ou senior advisor de grandes banques, il y a des fois, je me pose la question, moi, si les messages qu'ils diffusent relèvent vraiment de l'intérêt général ou relèvent de l'intérêt du conseil d'administration dans lequel ils siègent tous les mois ou tous les 2 mois. Vous dites donc revenir un peu, enfin en finir avec l'idée de social-démocratie. Non, je ne veux pas finir avec la social-démocratie. Moi, je dis qu'il faut qu'elle redevienne forte sur ses fondamentaux. Back to basics. Et donc, vous auriez soutenu Dominique Strauss-Kahn J'aurais été candidat aux primaires. Vous auriez été candidat aux primaires ? Ah, si Dominique Strauss-Kahn avait été candidat, je l'avais dit, oui, j'aurais été candidat aux primaires, oui. Mais pourtant, enfin, il y a un livre de Serge Raffi qui dit... non, pas de... Ah oui, qui dit que j'aurais été dans le staff. Bah oui, mais ça, porte-parole. c'était leur idée. Mais vous ne m'avez pas posé la question à moi. Hein, donc, je vous pose la question, non ? Ah non, mais moi, j'aurais été candidat aux primaires. Donc, comme j'aurais été candidat aux primaires, je pense que j'aurais gagné les primaires. Et donc, pourquoi soutenir... Enfin, à vous entendre, vous serez plus proche d'Arnaud Montebourg que de Martine Aubry. Pourquoi soutenir Martine Aubry ? Mais sur le fond, il y a de grandes similitudes. D'abord, c'est pas un hasard. On était dans le même courant politique avec Arnaud. On a les mêmes exigences en termes de désarmement des marchés financiers. On pense que le libre-échange, en tout cas dans les formes les plus dérégulées, a une responsabilité dans ce qui est la modération salariale qui a frappé les États occidentaux et notamment les États américains, poussé au surendettement des ménages américains qui se sont exposés à des emprunts qui étaient des emprunts qu'ils n'ont pas pu rembourser, etc., etc. Donc on a des éléments d'analyse qu'on partage. Je pense juste que c'est la logique de la Ve République. On peut ne pas l'aimer, mais il faut l'accepter tant qu'elle n'a pas changé. C'est que c'est le programme de celui qui va gagner la primaire qui s'appliquera. Il y aura le projet socialiste plus ce que seront les grandes idées avancées en plus par le candidat qui gagnera la primaire. Et je pensais, et je pense toujours, que seul Martine Aubry ou François Hollande, en l'occurrence, sont en situation de pouvoir gagner cette primaire. Et je pense qu'il est plus important que demain la présidente de la République porte une exigence de juste échange, la séparation des banques de détail et des banques d'affaires, la question de l'exigence en matière d'égalité salariale, qu'elle les porte, parce qu'on y travaille avec elle, que de faire une campagne aux primaires, tout aussi séduisante soit-elle, mais pour au bout du compte, que 16 octobre, les feux s'éteignent et qu'on n'en parle plus. J'aimerais revenir avec vous sur votre analyse du lien social en France que vous développez dans le livre. Vous êtes extrêmement sévère à ce point. Vous n'hésitez pas à faire une analogie entre la société française et une société pré-totalitaire, entre guillemets. Vous écrivez « Si l'atomisation des masses a été analysée comme une condition à l'émergence du totalitarisme... » C'est Hannah Arendt, hein, c'est pas moi ça. Hein. Ouais. Oui, mais la suite. La France remplit parfaitement cette condition. Ça, c'est présentement. Vous tirez cette analyse-là. Oui, mais non, mais c'est pour ça que après je nuance. Mais je dis, effectivement, cette condition, elle est remplie dans la société française, l'atomisation des masses. Actuellement, aujourd'hui, en 2011. Ouais, mais vous observerez. Il n'y a pas une société civile qui est un peu soudée. Si, elle existe, mais ça n'empêche pas. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait aujourd'hui une situation qui est une situation où, je vous le dis moi, comme je le vois, Marine Le Pen, je pense, sera au second tour de l'élection présidentielle. Moi, j'ai garde doute vu l'état de la société française aujourd'hui. Et elle se nourrit quoi ? Justement, cette atomisation, de l'individualisation, des comportements, et du fait aujourd'hui c'est très difficile d'arriver à agglomérer des gens en fonction de leurs conditions sociales, en fonction de leur classe, en fonction de leur statut, les agglomérer dans des combats qui soient des combats fédérateurs. C'est très difficile. Non, bien entendu, mais il y a peut-être une petite nuance entre la France de 2011 et l'Allemagne des années 30. Vous pensez que les Français... Bon, en même temps, je veux bien qu'on rentre dans un grand débat sur les nuances qui existent dans l'extrême droite entre Marine Le Pen aujourd'hui, son père et tous les mouvements dont il s'inspire. Sauf que à la fin, l'extrême droite, c'est toujours le même résultat. Ou alors, montrez-moi le monde dans lequel les gens ont été heureux de vivre sous l'extrême droite, et je serais ravi d'avoir un long débat sur le sujet. L'organisation de la société civile française aujourd'hui. Oui, mais regardez, non. Mais oui, mais on ne va pas comparer juste l'Allemagne
l'Italie pré-fasciste et l'Allemagne Je sais pas, vous tirez nazie. Non, mais vous je tirez dis ces juste que analyses-là. cette atomisation, elle existe et j'essaye de le démontrer à travers quelques autres références historiques et philosophiques. Quand Gramsci a défini la crise et qu'il a prédit le fascisme italien et le nazisme en Allemagne, il ne disait rien d'autre que ce qu'on observe aujourd'hui en France. On sait qu'il y a un modèle de développement qui s'est écroulé. On ne sait pas très bien aujourd'hui ce qu'il y aura en Europe après la crise, ce qu'il y aura en France après la crise, ce qui restera de services publics, ce qui restera de sécu, ce qui restera d'État, ce qui restera de démocratie. On ne le sait pas. Et nous avons un climat de corruption, en tout cas qui existe, d'affaires, et une situation qui est une situation où les gens pensent aujourd'hui que leur bulletin de vote ne sert à rien. Et bien dans une situation comme celle-là, moi je ne veux pas annoncer je n'annonce pas je ne veux pas être un prophète de je ne sais quel mauvais augure. Je dis juste que notre responsabilité pour la gauche, parce que c'est les conclusions que j'en tire, elle est d'être particulièrement claire sur ce que nous voulons faire vis-à-vis des classes populaires et des classes moyennes, dans le domaine des services publics, dans le domaine de la redistribution, dans le domaine des transferts sociaux, en matière de réappropriation de la souveraineté populaire. Voilà ce que je dis. C'est que j'essaye d'apporter des solutions à ce que j'estime être une situation de crise comme je pense qu'il n'en a jamais existé depuis que vous êtes né. Voilà. Et depuis que je suis moi-même né. Est-ce que l'idée de contrat de génération proposée par François Hollande, c'est une manière de réinstaller ce lien social? Écoutez, moi j'ai été conseiller en charge de l'emploi des jeunes Martine Aubry pendant 3 ans. Donc les dispositifs d'Exo, je connais. J'ai jamais été très convaincu et j'observais. Ce qu'on risque, c'est quoi? Je pense que l'idée est bonne, c'était de dire on favorise l'embauche d'un jeune en contrepartie du fait qu'on garde un senior parce qu'on a un problème de sous-emploi des jeunes et un problème de sous-emploi des seniors. Donc philosophiquement, l'idée est bonne. Mais bon, je suis BNP Paribas. Je recrute des jeunes, beaucoup chaque année. Et j'ai des seniors. Eh ben, je devance de 3 années le moment où je dis que je vais me séparer de mes seniors. Et je me tourne avec mon DRH vers Pôle emploi et je dis, bah, écoutez, là, je me prépare à me séparer de mes seniors. Et je voudrais, pour les garder 3 ans, une exonération à 100% des cotisations sociales pour ces salaires de tous mes seniors, en contrepartie du fait que vous allez m'exonérer 100% de cotisations sociales pour tous les jeunes que de toute façon j'avais prévu d'embaucher. Ça peut créer de puissants effets d'aubaine. C'est-à-dire qu'en gros, ça va diminuer le coût du travail d'embauche qui aurait de toute manière été réalisé par des secteurs qui font de la croissance et dans lesquels il y a un grand turnover en termes d'embauche. Donc c'est ça le risque. Et je pense que ce serait un argent mal utilisé s'il devait avoir ce résultat-là. Alors, je crois que le débat est utile dans ce sens au primaire, que d'ailleurs François Hollande lui-même, en train peut-être de recalibrer le projet, a reconnu qu'il n'était pas du tout contradictoire avec le programme emploi d'avenir qui cible d'autres types d'emplois et d'autres types de structures d'ailleurs, plus associatives, etc. Mais il faut faire attention à ne pas renouveler des formules qui sont des formules qui ont échoué. Mais en même temps, je trouve philosophiquement l'idée intéressante et il faut travailler juste un peu plus, quoi. C'est l'heure de la fin de l'émission, mais juste avant, comme on est dans la tribune des étudiants de Sciences Po, on aimerait vous faire réagir sur un sujet de culture générale de l'ENA. Alors vous n'aurez pas 5 heures pour répondre, vous n'aurez même pas 2 minutes. Vous enlèverez au montage le mot que j'ai Oui, utilisé. il sera enlevé. Je vous laisse tirer. Politiquement correct. Je vous laisse tirer un des sujets de culture générale de l'ENA de ces 5-6 dernières années. Je prends le premier. Ouais. La décision est souvent l'art d'être cruel à temps. La décision est souvent l'art d'être cruel à temps. C'est exactement ce qui vient d'arriver à Borloo. C'est que non seulement il est cruel vis-à-vis des siens, mais qu'il est cruel vis-à-vis de sa famille politique. Mais c'est surtout qu'à mon avis, il est cruel à l'idée qu'on se fait de la... je pense que c'est pas un type malhonnête, Borloo. Mais on ne peut pas avoir été ministre de Nicolas Sarkozy. Vous savez, moi, j'ai combattu Nicolas Sarkozy, mais c'est en même temps quelqu'un dont je ne supporte pas que ces ex-ministres, aujourd'hui, le taillent dans tous les sens. Je ne le supporte pas. Pourquoi? Parce que s'il fallait être en désaccord avec Nicolas Sarkozy, il fallait le dire au moment où il a fait le débat sur l'identité nationale, au moment où il a fait des choix politiques qui sont des choix politiques qui étaient parfaitement contestables, et sur le plan de l'immigration, de la sécurité ou de l'économie. Mais que, parce qu'on n'a pas été Premier ministre, ou parce que ça commence à tanguer dans les sondages, on découvre des vocations humanistes qui sont en train d'éclore partout, et que Nicolas Sarkozy, du jour au lendemain, devient, aux yeux de ceux qui l'avaient encensé, idolâtré, détestable, ça, je ne supporte pas bien. Et je trouve que Borloo n'a pas été très exemplaire.
Voilà, donc voilà ce que ça m'inspire. Ça tombe très bien qu'on puisse évoquer la situation de Jean-Louis Borloo et le bonheur de messieurs Morin, Bayrou et Villepin. Et de Madame Aubry et de Monsieur Hollande. Alors, juste une réaction Sûr, courte. pourquoi? Sûr, parce que ça fait un candidat de moins à la présidentielle. Vous savez, ça a plutôt un tendance à inquiéter. François Hollande lui a réagi en disant c'est inquiétant parce que ça doit nous encourager à voter utile. Donc, non, mais vous savez, je ne dis pas que ça n'a pas d'impact, mais nous, on n'a aucun intérêt à commenter ça. Si on est attendu sur ce qu'on a à dire aux Français, pas sur le casting, quoi. Et le casting à droite, c'est le casting à droite. On prend tous les castings qu'ils veulent. De toute façon, pour nous, ça ne changera rien. Voilà. Très bien, je vous remercie. Merci à vous. C'était la tribune des étudiants avec Benjamin Ducat de la RSP oui. et Pierre Sautreuil de la Péniche. Merci. Merci à vous. Merci.